je me suis aussi construite avec ce genre de film, avec Fanfan la Tulipe, avec Cartouche, La Folie des Grandeurs. Je trouve que ça fait aussi partie de notre patrimoine. Je me suis dit comment, justement, aujourd'hui, on peut dépoussiérer ce genre, comment on peut faire résonner ces mousquetaires avec notre époque. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes donc très heureux de recevoir deux sœurs phares du cinéma français, Ouda Benyamina et Oulaya Amamra. Bonjour vous deux. Bonjour. Comment vous allez ? Bah bien, et toi ? Bah ouais, ça va super. Encore mieux là. Et vous, ça va ? Très bien. 9 ans après Divine, votre premier long métrage de fiction, vous êtes de retour donc avec Toute pour une. Qu'est-ce qui a fait déjà qu'il y ait eu autant de temps entre ces deux longs métrages de fiction ? Parce que je sais que vous avez fait des choses quand même entre temps, mais pourquoi il y a eu autant de temps entre Divine et Toute pour une ? Dès que j'ai la réponse, je vous la donne. Non, je pense que je suis quelqu'un d'assez laborieux et qu'en fait, il m'a fallu du temps pour sortir ma deuxième œuvre, qui n'était pas Toute pour une initialement. Et j'aimerais bien avoir la réponse. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'un échec, on doit gérer l'échec, mais on doit aussi gérer le succès. Et je pense qu'il me fallait un temps de digestion. Et comme je n'ai pas envie de faire les choses pour les faire, mais que j'ai vraiment envie de prendre le temps et la nécessité, c'est peut-être la raison pour laquelle ça a mis autant de temps. Bon alors, en tout cas, vous revenez au cinéma de fiction avec une libre adaptation des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Comment il est né ce projet ? Parce que quand on pense à vous, on ne pense pas forcément aux Trois Mousquetaires direct. C'est assez surprenant. Ah bon ? Après Divine, on ne s'attend pas à ce genre de film. Oui, je comprends. Pourquoi ? Parce qu'après, on ne sait pas. Mais Divine, c'était plutôt un film social. Souvent, les réalisateurs et réalisatrices, parfois, ils restent un peu dans leur même type de film. Et là, on est surpris de vous voir arriver avec ce film-là. Mais moi, je suis surpris positivement. Hein. D'accord. En fait, quand on est venu me voir pour conjuguer les mousquetaires au féminin, c'est Juliette Salle et Fabien Suarez qui sont venus me le proposer. Et Haut-et-Court, initialement, avait eu l'idée de le faire. J'ai été particulièrement emballée par l'idée de les conjuguer au féminin parce que déjà j'ai grandi avec le film de KPDP, que je trouve que c'est un genre assez noble, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, en tout cas, je me suis aussi construite avec ce genre de film, avec Fanfan la Tulipe, avec Cartouche, La Folie des Grandeurs. Je trouve que ça fait aussi partie de notre patrimoine et que je me suis dit comment, justement, aujourd'hui, on peut dépoussiérer ce genre, comment on peut le moderniser, comment on peut lui donner un nouveau souffle, comment on peut faire résonner ces mousquetaires avec notre époque aussi. Ça m'intéressait. Le mousquetaire, pour moi, c'est un peu l'équivalent du samouraï, avec des valeurs très fortes comme la loyauté, la détermination, le dévouement, et j'avais envie que ces valeurs soient aussi portées par des femmes, parce que souvent ces valeurs-là sont uniquement incarnées par les hommes, et aussi parce que l'amitié est au cœur de mes films, et c'est un de mes sujets de prédilection, et les mousquetaires, c'est avant tout un pour tous et tous pour un. Et en réalité, il y a un vrai lien avec Divine, puisque Divine, c'est un film aussi sur l'amitié. Pour moi, c'est aussi une forme de continuation avec un film d'ampleur. Moi, j'ai envie de faire des films d'aventure, j'ai pas uniquement envie de me cantonner à des films réalistes. J'ai envie d'explorer le cinéma. Je suis une passionnée de cinéma, de tout genre d'ailleurs. J'ai des références assez éclectiques. Et j'avais aussi envie d'embrasser ce genre et de le dépoussiérer tout simplement. C'est très bien vous en faites du coup. Et vous avez parlé de Divine, on retrouve donc le duo principal de Divine dans votre film, mais aussi Sabrina Ouazani et Daphné Patakia. Comment vous avez construit ce casting ? Ça a été assez long parce qu'en fait, elles ont eu une prépa à la Marvel sans le budget de Marvel. Donc du coup, il fallait que je trouve des comédiennes qui soient prêtes à se dévouer corps et âme comme ces mousquetaires. S'il y a une forme de mise en abîme dans ce film, c'est que les actrices, c'est pas des actrices du film, c'est les mousquetaires du film, et elles ont embrassé cette cause d'incarner des rôles qui sont quand même somme toute hyper loin d'elles. Il y avait une vraie construction de personnages à faire, et donc du coup j'ai essayé de trouver des actrices qui allaient être capables et avoir envie surtout de se dévouer corps et âme à ce film où il fallait à la fois maîtriser les armes, le combat, l'équitation, j'en passe.
Et donc du coup, le casting, il s'est fait voilà, dans l'importance d'avoir des actrices de corps. Bah, Oulaya, j'allais vous poser la question. Du coup, comment vous avez préparé ce rôle? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce qu'il a fallu apprendre à manier l'épée, tout ça? Oui, des difficultés, non. Non, en vérité, c'était en fait quand moi, c'était un rêve d'enfant. Je veux dire, interpréter un mousquetaire, d'Artagnan. Enfin, ça fait partie, Ouda l'a dit, du patrimoine, et j'étais assez honorée. Et après, j'ai vu la montagne de travail parce que c'est un vrai rôle de composition, que c'est hyper loin de moi, que effectivement, elle l'a dit, il y avait beaucoup de préparation. Et il fallait jouer un homme, donc une grande première, et c'était très plaisant. Bah, je me demandais d'ailleurs si c'était pas ça le plus gros challenge au final. Franchement, si. C'est le plus gros challenge, c'était qu'on y croit en fait, qu'on y croit à ces hommes. Et pour ça, on a eu des super coachs, notamment Sylvie Deguy, qui était une coach de voix et qui nous a aidé vraiment à trouver cette voix d'homme sans la caricaturer. Donc voilà, c'était assez technique. On a fait un vrai travail de corps, de voix, d'incarnation. Vraiment, pas que ce soit juste plaqué et qu'on joue les hommes, mais essayer de comprendre. Même avec Ouda, on a eu des réflexions et c'était hyper intéressant sur ce que c'est que la virilité, la masculinité et la différence entre les deux. Parce que, en vérité, la virilité, c'est un mythe qu'on a construit, que la société, c'est un diktat en fait, que la société nous a un peu imposé en disant bon bah les hommes ils doivent être forts, ils doivent pas pleurer, on n'a pas le droit de montrer son émotion, et pour nous c'était intéressant justement de comprendre ça, ces mécanismes, et d'essayer de les incarner sans en ayant de la compassion, parce qu'après ce film je crois que j'ai eu beaucoup de compassion pour les hommes. Maintenant je veux la même réponse, mais vous reprenez votre voix d'homme alors. Ah ouais, attention hein, parce qu'il y a beaucoup d'autorité dans la voix d'homme. En fait ils prennent leur temps, j'ai remarqué. Ils prennent leur temps. Vraiment c'est assez fou, hein, on a remarqué. Il y a un truc d'espace. Bon déjà, vous voyez, quand on est un homme, on peut pas croiser les jambes parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est vrai, hein. T'as vu la différence? Bon, Ouda, je pense que c'est... On avait déjà les jambes croisées. Déjà, moi, je prends ma place dans l'espace. Hein, clairement, c'est ça. Et non, mais c'est vrai, c'est intéressant de comprendre aussi qu'il y a une vraie autorité, il y a un vrai plaisir de prendre la place quand on est un homme. On a fait des mises en situation avec les filles et Ouda avant le tournage. Et je me suis rendu compte que, par exemple, c'est un détail, mais les hommes, ils se poussent pas sur les trottoirs quand on avance, quand on marche. Mais c'est un truc de fou. On s'est rendu compte, quand on avait les barbes et qu'on était en mise en situation, on voyait les filles tout le temps se pousser, tu vois, se décaler quand il n'y a pas la place. Donc, voilà, j'invite toutes les femmes ici présentes à ne plus se décaler quand vous êtes sur le trottoir et qu'il y a un homme en face. Prenez votre place. Voilà. Très bien. Et je recroise les jambes. À moitié, c'est fait à moitié là, allez-y. Non mais c'est intéressant, regardez, là je vois, on a toutes les femmes autour de nous ont une position de corps beaucoup très comme ça, les jambes comme ça. Il y a quelque chose de très fermé en fait. Là, il y a deux hommes. Alors lui, il a cette position-là, c'est-à-dire jambes écartées et très ouvert. En fait, il y a une façon d'occuper l'espace qui est complètement différente de celle des femmes. Et ça, c'était très intéressant à observer la façon dont vous occupez l'espace et la façon aussi dont vous posez vos voix. La voix chez les hommes, elle est beaucoup plus grave. Alors, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce qu'elle est beaucoup plus grave uniquement parce que je pense que c'est physiologique, mais pas que. Je pense aussi que les femmes, elles ont incarné ou elles doivent incarner des qualités qui sont la douceur, qui sont la délicatesse, qui sont... voilà, l'élégance. Et en fait, une femme, du coup, elle a une voix beaucoup plus aiguë, fragile. Alors qu'un homme, sa voix, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus grave. Elle a plus de puissance, plus de force. Et je me demande, et je pose la question, est-ce que c'est parce que on est élevé avec... en fait, la masculinité, la féminité, c'est des attributs. Donc, il y a des attributs qu'on attribue aux hommes et d'autres attributs qu'on attribue aux femmes. Et donc, du coup, c'est ce qui s'incarne dans nos corps. Et nos corps le réinjectent avec des voix plus faibles, plus aiguës, plus fragiles, plus émotives. Et donc, du coup, on a travaillé
avec des voix plus autoritaires, plus graves, plus dominantes. Et là, par exemple, je peux commencer, moi aussi, à prendre ma voix d'homme. Et moi, je vais reprendre ma voix d'homme aussi. Non, ces dernières années, du coup, c'est plutôt dans le cinéma américain qu'on avait vu des tentatives comme ça de féminisation de certains mythes. Je pense à des films comme SOS Fantôme, par exemple, il y avait une version féminine, Ocean's 8 par rapport à Ocean's 11. Vous répondez à quoi vous répondez quoi aux gens qui vont vous dire, mais c'est une honte de reprendre les Trois Mousquetaires version féminine, pourquoi vous faites ça? Voilà, vous répondez à quoi à ces gens-là? Eh bien, je dirais l'ignorance, c'est le plus grand, une des plus grandes des vertus, à mon sens, quand on me balance un peu de boue. Voilà ce que je répondrais. Je répondrai pas parce que je me dis que tout m'appartient, tout nous appartient à tous et que on est libre, on est dans un pays libre. Et qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, à partir du moment où ça respecte les autres. Donc voilà ce que je répondrais aux gens qui nous disent ou qui ne nous autorisent pas à prendre un mythe tel que celui des mousquetaires. Oui, en plus, je pense qu'on peut y voir aussi une petite pointe de racisme aussi dans les gens qui vont dire ça. Le racisme n'est pas ma maladie, c'est la maladie de ceux qui la propagent. Moi, elle ne me concerne pas. C'est à eux de se guérir de ça et j'ai même pas envie d'en parler. Ils n'ont que mon mépris. Bon, on va rentrer dans le détail du film. Déjà, est-ce que c'était un challenge pour vous, Ouda, de mettre en scène des séquences d'action, de réfléchir à comment on va mettre en place une course-poursuite, une scène de combat? J'ai adoré faire ça parce que déjà j'ai pratiqué assez longtemps les arts martiaux, le kung-fu particulièrement. J'ai été bercée par les films de Bruce Lee, Jackie Chan, j'en passe. Et donc du coup, les scènes d'action que j'aime, c'est souvent des scènes d'action qui sont assez organiques et où les acteurs font toutes leurs cascades. Donc toutes les scènes d'action, on les a beaucoup répétées avec les chorégraphes Jaime et Fredo et Christelle, les Sanabra. Et ça a été vraiment jouissif à faire parce qu'on s'est tellement amusé à jouer avec les codes du film d'action, du film de KPDP. Il y a pas mal de références à un cinéma que j'adore. Voilà, et on l'a fait avec beaucoup de panache et beaucoup d'amusement. On s'est assez éclaté à le faire. J'imagine que pour toi aussi, ça a été de l'amusement. Ça t'a sorti aussi ça t'a fait jouer dans un autre style de film, même si cette année tu étais déjà dans Animal, qui était là aussi encore une autre proposition super intéressante. Oui, là c'était la première fois que vraiment j'avais des scènes de combat et des scènes, tu vois, l'escrime, moi j'avais jamais fait de ma vie, et pareil pour l'équitation. Donc t'apprends, peut-être il n'y a pas 2 fois dans ta vie qu'on va proposer de jouer un mousquetaire et de prendre les armes, et je trouve que c'est souvent tu vois, c'est des choses qu'on donne aux hommes, enfin des rôles comme ça où on parle de chevalerie, de loyauté, tu vois, et c'était assez c'était une première, et j'espère pas la dernière, parce que j'adore me battre, mettre des des roustes des grandes roustes comme ça, et être parce que c'est des héroïnes en fait, ces femmes, donc libres surtout. Paradoxalement, moi j'ai trouvé que le film il penchait aussi beaucoup du côté du western. J'ai beaucoup pensé à Django Unchained pour les giclées de sang, les zooms, l'utilisation de la musique. Est-ce que c'était une référence consciente pour vous? Ma référence c'était Léon et Kurosawa. De façon très forte. J'ai une grande admiration pour la relation entre Léon et Ennio Morricone. J'adore son rapport à la musique, sa façon de passer des très gros plans aux plans larges. Et j'aime aussi la façon de Kurosawa, il a une façon de filmer le groupe en ayant très peu de découpage. Et ça m'a quand même pas mal inspiré. On sent sur la scène sur la plage, là, par exemple, avec la reine, oui, où vous faites un plan séquence. Ouais. Oui, et c'est vrai que j'ai beaucoup regardé les 7 samouraïs. J'ai beaucoup regardé Il était une fois dans l'Ouest, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a des vraies références au cinéma de Léon. Après, j'ai beaucoup aussi
d'estime pour finalement un cinéma qui est beaucoup plus loin de ces références-là et qui aussi me transperce et m'habite et m'inspire tous les jours. Voilà, il y a aussi beaucoup le cinéma coréen, le cinéma de Bong Joon-ho, où je trouve qu'ils ont une forme, les Coréens, de prendre une liberté totale avec le genre. Ils mélangent tous les genres, ils ont pas aussi, il y a une forme de liberté. Oui, de liberté que moi, vraiment, j'adore. Et je pense que c'est vraiment la ligne de cinéma que j'ai envie de prendre, c'est-à-dire d'inventer des choses qui ont peut-être jamais été faites. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne encore n'a osé conjuguer les mousquetaires au féminin. Pourquoi ? C'est vrai que c'est une bonne question de se dire, il n'y a pas de mythe comme ça, hyper fort, dans lesquels nous, les femmes, on peut s'identifier quand on est petite. J'espère que ça va changer, parce que j'ai vraiment une grande conviction que la fiction change le monde. Je suis une très grande fan de Sapiens, dans lequel il raconte comment le monde s'est construit, et le monde s'est construit grâce à la fiction, grâce aux histoires qu'on se raconte. Et le cinéma, pour moi, il a cette fonction-là. Et je pense que le récit qu'on est en train de proposer aujourd'hui, qui est assez nouveau, c'est justement d'avoir des incarnations différentes. Je pense que tout a été raconté, mais pas beaucoup par nous, les femmes. Donc, grâce à ces nouveaux récits, grâce à raconter les histoires autrement, on va avoir des nouvelles formes qui vont émerger. Le cinéma, c'est d'abord un art populaire, hein. Ça vient... c'est pas du tout une forme comme la peinture ou la littérature, où c'était quand même les aristocrates, les bourgeois. Le cinéma, c'est un art populaire, et je trouve qu'il doit revenir, à ces endroits-là. Parce que longtemps, le cinéma était... il fallait avoir une pellicule, il fallait avoir de la pellicule. Enfin, c'était compliqué de tourner. Aujourd'hui, n'importe qui peut tourner des images. D'ailleurs, on le voit bien. Et ça, c'est génial, parce que je pense que quand on nous dit que le cinéma est amené à mourir, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a une forme de renaissance du cinéma mondial même, et on va s'en apercevoir de plus en plus, parce que y a l'intelligence artificielle qui arrive, donc c'est hyper excitant de voir comment notre métier va se transformer. Donc vous, c'est pas quelque chose qui vous effraie, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est un outil qu'on va devoir utiliser. L'émotion, pour l'instant, est-ce que l'intelligence artificielle en est pourvue? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle pourra l'étudier? Peut-être. Est-ce qu'elle pourra Est-ce qu'elle pourra remplacer Oulaya, l'intelligence artificielle? Voilà. Moi, j'ai peur. Oui, mais peut-être que, par exemple, elle ne pourra pas remplacer Oulaya, mais quand j'aurai mes rushs et que j'aurai pas totalement la bonne expression, avec tous les rushs que j'aurai, je pourrais peut-être transformer mes rushs pour avoir exactement ce que je veux, par exemple. Alors, ça veut dire s'il y a beaucoup de rushs qui changent, c'est que le comédien ou la comédienne était très mauvais. Non, pas forcément. C'est juste peut-être parce que on savait pas trop ce qu'on voulait à ce moment-là, et qu'on n'a pas totalement la bonne émotion. Juste, tout simplement. En fait, je trouve que ça va être encore une... Je trouve que c'est génial, l'arrivée de l'intelligence artificielle, parce que c'est un nouvel outil pour expérimenter des nouvelles choses. Voilà. Ça va faire donc quasiment 10 ans que Divine est sorti. Depuis cette double révélation, puisque c'est là où on a commencé à vous connaître vous deux. Vous avez continué à poursuivre une belle carrière. Du coup, je me demande, Oulaya, qu'est-ce qui différencie la Ouda Benyamina de Divine de celle de Toutes pour une? Qu'est-ce qui te différencie? Ouais. Je dirais qu'elle a pris pour moi encore plus en maturité. Enfin, je sais pas si c'est pour dire maturité, mais c'est-à-dire que je trouve que son cinéma, il est encore plus impressionnant. Je veux dire, ce dont tu parlais, s'il y a un truc qui n'a pas changé, parce que c'est qu'elle a toujours... elle permet toujours à des histoires comme ça d'exister, à des personnages féminins comme ça, parce que ce soit dans Divine ou dans Toutes pour une, c'est des personnages féminins qui n'existent pas. Je veux dire, même dans Divine, on n'a jamais vu, on n'avait jamais vu, et on n'a encore jamais vu ça. Et je trouve qu'elle s'accapare comme ça presque de choses impossibles et de choses qui n'ont jamais été faites, tu vois, pour en faire des choses possibles. Et en tant qu'actrice, c'est des cadeaux à chaque fois, parce que c'est des personnages qui sont complexes, c'est des personnages tellement rares en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Ouda, tout est possible. Tu vois, t'es tellement libre
je sais pas si... S'il y a beaucoup de cinéastes qui proposent ouais, autant. Voilà, c'est ça. En fait, il y a une telle liberté. Comme elle a dit, tout est à tout le monde, tout est possible. Ok, on va faire des mousquetaires. Il va y avoir une dealeuse qui s'appelle Rebecca et qui tient un terrain. C'est possible. Enfin, il n'y a pas de limite, en fait. Porto, c'est Deborah Lukumwena. Athos, c'est Sabrina Ouazet. Je veux dire, voilà, le champ, il est ouvert. Et pour moi, c'est ça aussi le cinéma. C'est se permettre, c'est... Et voilà, et après, ce qui a changé, c'est... Qu'est-ce qui a changé c'est bien si après, il y a moins de choses qui a changé et que ça a évolué encore en mieux. Pour moi, ça a évolué en mieux, quoi. C'est à chaque fois... Et pour je la connais, c'est ma grande sœur, tu vois. Mais je suis toujours impressionnée par même le résultat, parce qu'il y a la préparation, il y a le film, et après, quand on le découvre, on se dit « Ah ouais !» Et même si j'ai beau la connaître depuis que je suis née, je la redécouvre. Et quand je regarde les films, je me dis, ah ouais, elle a tout ça dans sa tête. Il y a tout ça que je connais pas d'elle. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie avec elle. Et c'est assez impressionnant. Et vous, Ouda, du coup, je vous retourne la question pour Oulaya. Qu'est-ce qui a évolué entre la Oulaya du début de Divine et celle de Toutes pour une? Ah, vous avez eu le temps de réfléchir en plus, hein. L'expérience. Je trouve que quand elle a joué Divine, elle avait une nature très puissante, et qu'aujourd'hui elle a acquis une technicité de jeu absolument extraordinaire que n'ont que les immenses comédiens. Et pour moi, c'est ça qu'elle a acquis depuis. C'est une forme de technicité de jeu. Merci. Donc elle peut tout jouer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement un personnage, elle a pu à la fois être et en même temps construire un personnage comme D'Artagnan, apprendre à manier l'épée, apprendre à monter à cheval, savoir parler l'espagnol, jouer de la flûte, et puis comme si ça suffisait pas, le flamenco. Bon, alors la prochaine fois, la réponse c'est avec une voix d'homme, en espagnol et en dansant flamenco. Est-ce que vous avez déjà des prochains projets, vous deux? Moi, je peux pas parler de mes prochains projets parce que je ne sais pas ce qui va arriver, donc je laisse la grâce me conduire. Moi, Oulaya, mon petit doigt me dit que tu vas peut-être revenir sur Montpellier pour tourner un film. Ah bon? Qui t'a dit ça? Tu sais des choses, c'est fou, tu sais des choses en amont? Bah, tu dois pas jouer dans un film de Chloé Léonil? Ah si, comment tu sais? Ah waouh! Ah ouais, ça va vite, hein? Non, bravo. Non, mais c'est parce que je la connais, oui, ah, c'est pour ça. Ah, c'est de la triche. Oui. Est-ce que t'en sais plus pour le moment? Alors pour le moment, c'est encore en... Même moi, je sais pas en plus. Ouais, hein. Tu vois, mais là, c'est vraiment une exclue, totale exclue, quoi. C'est en cours de développement, effectivement, Chloé Léonil, que j'aime beaucoup. Et sinon, t'as d'autres projets dans lesquels on va te voir? Sinon, oui, j'ai tourné un film qui s'appelle La Maison des Femmes, de Mélisa Godet. C'est un premier film qui va sortir en novembre 2025. Voilà. Ok, bah super. Bah, on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez recommander? Elle regarde tellement de films. Ça me passionne. Bah c'est bon, on a 3 heures là encore. Non, mais des fois, elle peut regarder 5-6 films par jour. Ce que je suis incapable de faire encore. Alors, le dernier film que j'ai regardé, c'était hier, et que j'avais déjà vu et que j'ai revu. Mais c'était quoi alors? Et ben en fait, c'était... j'ai vu The Substance pour la 3e fois, que je trouve remarquable. Je l'avais vu au cinéma, mais j'avais envie de voir l'expérience du petit écran. J'aime beaucoup faire ça aussi, me dire, attends, est-ce que ça fonctionne aussi en petit écran? Et voilà, je le recommande vivement parce que c'est un film avec beaucoup justement d'inventivité, de liberté, d'audace, de panache, d'amour du cinéma, et aussi avec un propos très 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 fort, et je le recommande vivement.
Ça tombe bien, c'était notre top 1 de l'année dans l'équipe. Ah, ouais, super. moi j'en ai pas mal des top 1 là cette année, ça a été un assez bon cru. Je trouve qu'il y a eu pas mal de belles choses, mais sinon je recommande un autre film que j'ai trouvé très beau, c'est un film de Noé Debré qui s'appelle Le Dernier des Juifs, que j'ai trouvé très beau aussi. J'ai beaucoup aimé le propos, enfin ça je l'ai regardé là dans le coffret des Césars. Et j'ai été très surprise parce que j'ai été très transportée à la fois par Agnès Jaoui que j'avais jamais vue dans ce genre de rôle et j'ai trouvé ça très fin, très subtil, très connecté aussi à notre époque, avec les questions que ça pouvait soulever, et en même temps avec un rapport à la musique. Il a choisi un rapport à la musique qui est très étonnant, une forme de légèreté, pareil, que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui m'a pas mal rappelé les films d'Agnès Varda. Voilà. Après, j'ai regardé encore une troisième fois. Il va falloir l'arrêter, c'est ça? Non, mais j'ai regardé. De quoi? Non, j'ai regardé. Non, mais en fait, moi, je trouve qu'il y a un film que tout le monde devrait voir et revoir et revoir. C'est un film de Vertov qui s'appelle L'œil face à la caméra. Et je trouve ça hallucinant en termes de proposition de cinéma. Après, c'est un très vieux film. Dziga Vertov, c'est ça? Ouais. Exactement. On a dû me le montrer à la fac et j'ai dû faire je vais regarder autre chose. Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on se rend compte à quel point tout a déjà été fait. Et même, il y a des films que je revois et je me dis, ah tiens, ça a l'air beaucoup plus moderne que ce qu'on pourrait aujourd'hui se permettre. Après, s'il y a un autre film que j'ai trouvé aussi incroyable, c'est... non, mais c'est vrai, on a eu des bons films cette année, non? C'est Emilia Pérez. Je trouve que pareil, c'est un film qui a une vraie proposition de cinéma. Je trouve que franchement, le cinéma français, cette année, il est assez puissant dans ses propositions formelles. Et il parle de transidentité en plus, comme votre film au final. Oui, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que formellement... En fait, moi, ce que j'admire beaucoup dans cette proposition, et on voit que c'est un film d'équipe, et c'est vraiment un film où, en fait, tous les corps de métier ont participé à ce film. C'est pas juste un film d'un réalisateur, c'est vraiment un film, on le voit... C'est un film choral, en fait, où sans la collaboration de ces immenses techniciens qui ont travaillé dans ce film, il n'aurait pas pu voir le jour. Et c'est ça que je trouve beau dans ce film. C'est pas le film de ce cinéaste, mais c'est vraiment le film d'une équipe. Et le travail qui a été fait, en l'occurrence, par les effets spéciaux, par Cédric Fayol, le travail qui a été fait au son par Cyril Holtz, le travail qui a été fait, je trouve, sur les corps, les comédiens, la musique. Je trouve que c'est vraiment un film assez extraordinaire. On a souvent tendance à parler que du réalisateur, mais pour le coup, je trouve que ce film, c'est un vrai hommage au cinéma et aux techniciens, parce qu'on se rend compte à quel point ce film n'aurait pas pu avoir cette qualité-là avec j'ai envie de dire, les Ferrari qu'il y avait autour de ce cinéaste-là. Et c'est un peu sa force à lui, c'est de savoir s'entourer des plus grands et de leur donner la possibilité de s'exprimer. Et je trouve qu'il faut vraiment aller voir ce film, surtout pour les gens qui ont envie de pratiquer ce métier, parce qu'on se rend compte à quel point chaque corps de métier participe à la narration du film, à la fois dans le scénario, à la fois dans la direction artistique, à la fois dans les effets spéciaux, parce que je trouve que le travail de Cédric Fayol, il est assez hallucinant, parce que tout a été tourné en studio. Je trouve que, honnêtement, en termes d'émotion, moi j'ai pas été spécialement touchée par le film émotionnellement, mais la proposition formelle, je la trouve mais vraiment extraordinaire, d'un point de vue cinéma. Voilà. Bon, et vous, Laïa, est-ce que toi t'en as un? Alors moi j'allais dire en vrai The Substance, mais elle l'a dit, que j'ai adoré, et sinon pas très original. T'avais vu DJ Mehdi? Anora. Ah pardon. Anora, ouais. Ouais, tu l'as vu? Ouais. T'as aimé? Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, moi, très surprenant sur le ton là aussi. Oui, mais je trouve qu'il est très fort, ce réalisateur. C'est vrai qu'il est très fort. Ouais. Mais moi j'ai beaucoup aimé aussi Anora. J'ai trouvé que c'est vraiment un très grand film. C'est la dernière claque que j'ai prise, ouais. Et je te laisse redire quand même DJ Mehdi, parce que ça c'était vraiment excellent. Je trouve qu'on avait vraiment des beaux films. Non, mais il y avait l'histoire de Suleyman qui était quand même fou, qui change notre regard, parce que l'histoire de Suleyman, c'est assez puissant, parce qu'en fait il a réussi à faire un film très intime qui a l'air comme ça d'une histoire assez simple, mais en fait il a mis des enjeux politiques et sociaux et sociologiques comme moi je l'avais jamais vu au cinéma.
Je trouve qu'il y a une scène mais extraordinaire, la scène du portable, le moment où il va quitter sa copine parce qu'il peut plus être avec elle à cause de tout ce qui lui arrive dans sa vie, donc je ne spoil pas, mais qui est une scène mais vraiment moi que j'avais jamais vue au cinéma. Mais en plus c'est un vrai film sur le capitalisme, c'est un vrai film en fait sur les décisions politiques qui sont prises en ce moment et sur ce qui arrive en ce moment à notre politique d'immigration. Je trouve qu'il y a une réponse, et puis surtout aujourd'hui je défie quiconque qui a vu ce film, qui ouvre la porte à quelqu'un qui vient de nous faire un Deliveroo. Ça nous a changé totalement notre regard sur ces gens-là, sur ces personnes-là. Ça a donné une profondeur de champ sur ce qu'ils vivent. Je trouve que moi honnêtement, si je dirais un top 1, je veux dire d'un point de vue cinéma, d'un point de vue on va dire de fond et de forme, c'est celui-là. Parce que je trouve que c'est un film qui est plus que nécessaire, qui dépasse les frontières. Et c'est ça qu'il a réussi aussi dans ce film. Et DJ Mehdi, pour le coup, j'ai adoré DJ Mehdi. Pareil, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Je l'ai regardé en 2 jours. C'est quand même assez dingue. Il a eu beaucoup de mal à le faire. C'est un personnage extraordinaire. C'est un vrai hommage à la pop culture, à une époque. Mais aussi, ça dépasse... En fait, je trouve que ça dépasse même DJ Mehdi. Ça parle aussi de l'audace, de la nouveauté, de la passion, de la façon dont la musique peut en fait, nous rassembler. Regrouper, ouais. Exactement, c'est un peu aussi ce que j'ai voulu faire dans mon film, c'est que dans Toutes pour une, pour moi, je trouve qu'on est dans une époque qui est extrêmement divisée et qu'on a une tendance à essayer de nous séparer et qu'en fait le but de ce film, en tout cas s'il y en a un, c'est vraiment de ramener l'amitié au cœur de tout, la solidarité au cœur de tout, et aussi d'avoir un cinéma qui ressemble, en tout cas moi, au pays dans lequel je vis aujourd'hui et qui est cette diversité et qui est aussi notre patrimoine. C'est pour ça qu'à la limite, voilà ce que je répondrai aux détracteurs, s'il faut leur répondre, c'est que c'est aussi notre patrimoine, ça nous appartient, qu'on est aussi ici chez nous et que en fait on a autant le droit de reprendre cette histoire. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand même, Dumas était métisse. Et donc, du coup, ces détracteurs, je pense, ne le savent même pas, puisque... ils ne nous attaqueraient pas, sinon. Donc voilà, je veux dire que tous les patrimoines appartiennent à tout le monde. C'est comme si moi, demain, je devais faire un film pour les pauvres, parce que je suis pauvre, ou parce que je viens d'un milieu pauvre, et qu'un bourgeois, il doit faire un film que d'un bourgeois, et puis que je dois faire un film que pour les femmes. Mais en fait, non, quoi. À partir du moment où on connaît un sujet, on a le droit de le prendre, on a le droit de s'approprier, et on a le droit de donner un regard dessus, en fait. Et ça, j'invite tout le monde à le faire. Et je répondrai aussi par l'amour. L'amour, plus fort que tout. L'amitié, plus fort que tout. Et je dirais à mes détracteurs, let's go. Merci en tout cas pour tout ça et pour toutes ces propositions de films. Moi, j'en ai une autre à vous ajouter, du coup. C'est Les Trois Mousquetaires version donc Ouda Benyamina qui est en salle et qui s'appelle donc Toutes pour une, et c'est avec vous aussi, Oulaya Mamra. Merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment passionnant de discuter avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Can she be late for her cinema show? Cinema show.